Et bonjour tout le monde, on se retrouve avec Midreshet Yehuda pour une conférence qui a pour sujet les frontières d'Israël. Donc on va essayer de parler des frontières d'Israël à travers les âges et essayer de comprendre un petit peu le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et ok, bien. Alors j'ai commencé puisqu'on est à la veille de Hanouka, Rosh Chodesh dimanche prochain, euh, par un texte qu'on trouve dans le livre dans le livre des Hashmonaïm, le livre des Maccabées, qui nous raconte l'histoire de Hanouka, où c'est Shimon Hashmonaï, donc un des Shimon, le frère de Yehuda Maccabi, une fois que Yehuda Maccabi a été tué à la bataille et il est remplacé par Shimon, enfin, ils sont tous morts les uns après les autres. Et là-bas, on invite Shimon à faire des concessions territoriales, à venir se rendre, s'asseoir à la table des négociations pour céder du terrain. Et Shimon a cette réponse incroyable, Lo eretz nochia lakachnu, ce n'est pas un pays étranger que nous avons conquis, Velo biruchush nochim mashalnu, et nous ne gérons pas, nous ne dominons pas l'héritage des nations, qui im nachalat avotenu, il s'agit de la terre de nos ancêtres, asher beide oivenu be'et minaitim belo mishpat nichbesha, qui a été conquise, la terre de nos ancêtres qui a été conquise par nos ennemis dans des temps passés, sans aucune légitimité. Vanachnu et nous, kasher aita lanu haet, quand on a eu l'occasion, hashivonu et nachalat avotenu, nous sommes revenus à l'héritage de nos pères, nous avons reconquis notre pays à nous. Alors quoi de plus symbolique et de plus vrai pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de comprendre, quelles sont les frontières d'Israël d'après la Torah, dans quelle partie du monde nous faisons la guerre actuellement. Je rappelle qu'on fait la guerre sur 7 fronts, à commencer par Gaza, en suivant par le Liban, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la mer Rouge. Enfin, ça devient un petit peu complexe. On va essayer de comprendre quels sont les différents fronts et où se trouve le pays d'Israël. Et je voudrais dédier cette conférence à Jabo, mon maître, comme pratiquement tous les morés derrière israéliens, Yuda Shomron et beaucoup d'autres aussi ont étudié chez Jabo. Jabo qui était au Liban la semaine dernière pour aider les forces de Tsahal. Il avait une connaissance du terrain incroyable et je rappelle que le Sud-Liban, on y a déjà été après l'opération Sheleg, la guerre du Liban 1982. Jabo connaissait très très bien la région et il est allé donner des conseils à Tsahal où se cache le Hezbollah. Et malheureusement, ça lui a coûté la vie la semaine dernière. Alors, beaucoup de bêtises ont été dites dans les nouvelles, comme toujours. Il ne faut pas écouter la radio. Euh, Ce que vous voyez, c'est un texte qui a été écrit par Haggai Louver. Haggai Louver qui a perdu un fils dans la guerre actuelle et qui dit pourquoi Jabo était là-bas au Liban. Le mandat, afin qu'on sache, En kan shtachim kvushim, il ne s'agit pas de territoire conquis. En kan admat zarim, il ne s'agit pas de la terre des étrangers. En kan omek stratégie, il ne s'agit pas d'une profondeur stratégique, Orotsouad bitachon ou une bande de sécurité. Yesh kan Shomron, Binyamin, Nachlat Yehuda, Mizrach Yarden, Yericho, Yehudit, Yesh kan Gvurat, Bet Hashmonai. Il s'agit de Shomron, de Binyamin, Nachalat Yehuda, l'est du Jourdain, Yericho, bien sûr le Liban aussi. Yesh kan Gvurat, Bet Hashmonai, et on est dans la bravoure des Hashmonaïm de Hanouka. Je ne vais pas lire dans tout le texte. Et donc, je lui dédie cette conférence. Shem Yikom Damo. Alors, commençons par le début. Euh, Dans le texte de la Torah, quand on nous parle du Gan Eden, dans la paracha de Bereshit, on a lu il n'y a pas très longtemps, Venahar yotse me Eden, le hashkot et hagan, ou misham yipared vers l'arba rachim. Il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et qui irriguait la terre et il se divisait en quatre branches. Shem Echad Pishon, Veshem Nahar Sheni Gichon, Veshem Nahar Shlishi Chidekel, Vanahar Shlirvit Uprat. Donc les quatre fleuves du Gan Eden, le Pishon, le Gichon, le Chidekel et le Prat. On en connaît deux aujourd'hui, le Chidekel et le Prat. C'est l'Euphrate, le Tigre et l'Euphrate qui sont au nord d'Israël. Pishon, d'après la plupart des commentateurs, c'est le Nil. Et Gichon, c'est le Gange, donc l'Inde. Donc vous voyez là, sur l'image de gauche,
le Gan Eden. Je ne rentre pas maintenant dans la paracha du Gan Eden, c'est très compliqué. Le Gan Eden, est-ce que c'est sur terre, est-ce que c'est pas sur terre? C'est très compliqué la paracha de Breshit et ce n'est pas mon sujet maintenant. Mais l'image, la projection du Gan Eden sur la terre dans laquelle on vit, c'est en fait la région dans laquelle on est. Et si je regarde ce qu'on a appris à l'école au jardin, en primaire il y a quelques années déjà, on nous parlait du croissant fertile où s'est développée la civilisation humaine. Et on voit que c'est exactement parallèle à ce qui était dit dans ce livre de Breshit, de ce jardin d'Éden entre les quatre fleuves. Là, ça ne va pas jusqu'au Gange, un petit peu avant, mais c'est en gros cette région où commence la civilisation. Pour ceux qui se rappellent, la civilisation est née à Sumer. Bien. Euh, Quelles sont les frontières du pays d'Israël? C'est de ça qu'on veut parler. Dans le livre de Bamidbar, on peut lire Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Tzav et bnei Israël v'amart aleem, ki atem baim el haaretz Kenan, zot haaretz shetippon lachem el nachal haaretz Kenan ligoter. Voilà la terre qui vous sera donnée en héritage, la terre de Canaan d'après ses frontières. Ve'elachem pat negev midbar Sin. Et la Torah commence à donner un descriptif qui n'est pas une carte, mais qui est une suite de lieux. Et en reliant les lieux, vous vous rappelez, quand j'étais gosse, il y a des dessins avec des points, on relie les points, on a une image. Alors, on a des points sur les frontières, on relie ces points-là et on a les frontières d'Eretz Israël. C'est comme ça qu'on donnait les frontières d'un pays dans des temps où on ne faisait pas encore des cartes. Et à gauche, vous avez ce qu'on appelle en archéologie Ktovet Rehov, la Ktovet, comment on appelle ça, la stèle de Rehov qui a été trouvée donc à côté de Beth She'an et que vous pouvez aujourd'hui voir au musée d'Israël ou la reproduction au kibbutz de Ein HaNetziv et qui est en fait une mosaïque du parterre qui donne en fait les frontières d'Eretz Israël aussi de cette façon-là, en citant des villes à partir desquelles on peut retracer des frontières. Donc ça, c'est en une époque où on donne des noms et on n'a pas encore des cartes. Si je reviens au texte de Bereshit, quand on est après le déluge et que la Torah nous parle d'un homme qui sort d'une arche avec ses trois fils, Noach, et ses trois fils, Shem, Ham et Yefet, la Torah va nous dire, Ve'el et toldot bnei Noach, Shem, Ham et Yefet, ve'ivaldu lahem banim achar hamaboul. Et donc il y a eu trois fils principaux, à partir desquels vont se créer les différents peuples du monde, Shem, Ham et Yefet. Et le texte nous donne les endroits où ils se sont installés, de nouveau en nous donnant les noms des fils de Shem, de Ham et de Yefet, qui vont être en fait des noms de pays. Quand on va nous dire que ces enfants s'appelaient Yavan, Vetuval, Madai, ça nous donne en fait des pays. Et si on regarde la carte qui est devant nous, ben, on voit que en gros, les Hamites, les descendants de Ham, c'est au sud d'Eretz Israël, c'est l'Égypte, c'est l'Éthiopie et les Havim, c'est l'Afrique du Nord. Et si on regarde les enfants de Shem, alors on est sur la région où on habite ici, Eretz Israël, Aram, Babel et ces pays-là. Et si on parle de Yéfet, alors on parle de la Turquie et de l'Europe. Cette carte met Tarshish vers l'Égypte, c'est pas évident. Tarsos, c'est plutôt en Asie mineure. J'ai pris mes cartes de plusieurs livres. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ici de mettre Tarshish en Espagne. Il y a des textes qui le mettent, mais en fait, Tarshish, comme Tsarfat d'ailleurs, qu'aujourd'hui on se sert de Tsarfat pour dire la France, ou Sepharad pour dire l'Espagne, Tsarfat et Sepharad sont dans le texte biblique des endroits qui se trouvent au nord d'Eretz Israël, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie ou la Turquie. En tout cas, on a une dispersion entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, d'après les fils de Noé. Et revenons maintenant un zoom sur Eretz Israël. Quand les tribus d'Israël s'installent en Eretz Israël, alors on s'installe, et vous voyez la carte qui est maintenant devant vous, je m'excuse, je ne l'ai pas mis en français, mais on peut voir, on voit la mer Méditerranée à l'ouest, à gauche, on voit la mer Morte, on voit le lac du Tibériade et le Jourdain, donc on peut un peu situer par rapport à la carte actuelle, et on voit depuis la tribu de Yehuda et Shimon qui sont au sud dans le Negev, jusqu'à Naphtali et Asher qui sont dans le nord, et regardez où arrive Asher. Asher arrive jusqu'à Sidon, donc jusqu'à Sidon aujourd'hui au Liban.
Et c'est la première chose que je voudrais montrer. Et Naphtali aussi. Donc, si vous regardez, et je l'ai mis à gauche, voilà le Litani. Quand on nous a dit hier, on nous a annoncé que Tsahal est arrivé au Litani et a dépassé la rivière Litani. Alors, vous voyez le Litani, suivez la flèche et vous voyez le Litani sur la carte. Le Litani, c'est en fait la frontière naturelle, c'est déjà entre la Galilée et le Liban. Je ne dis pas entre le Liban et Israël parce que le Liban, on en parlera, c'est une autre paire de manches, mais entre la Galilée et le Lebanon, il y a une rivière qui est la frontière naturelle. Et donc le Litani met les deux tribus, Naphtali et Asher, s'installent au nord du Litani. Donc tout ce qui est aujourd'hui aux mains de Tsahal fait partie de ce que les tribus d'Israël ont conquis avec Joshua. Et si vous regardez la rivière, le Nahar à Yarden, le Jourdain, vous voyez aussi deux tribus et demie qui sont dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie. On en reparlera plus tard. On va détailler toutes ces choses. On voit la tribu de Rouven, Gad et Ménaché qui se trouve à l'est du Jourdain. Donc, je dis le Jourdain qui est aujourd'hui la frontière est d'Israël, qui n'est pas la frontière d'Israël, et le Litani qui est la frontière, qui est au nord d'Israël, qui n'est pas même pas la frontière, et aujourd'hui la frontière desquelles on est sorti pour attaquer au Liban et au sud, 20 km au sud du Litani. Pardon. On a donc parlé d'Israël à l'époque de la conquête de Yehoshua. Si j'avance maintenant à l'époque du royaume de David et de Shlomo, ah, pardon, d'abord la carte de droite. La carte de droite, c'est la conquête des tribus d'Israël avec Yehoshua. Ce qui est important, c'est que la carte que j'ai montrée avant montrait les frontières des tribus, mais en fait, dans ces frontières-là, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas été conquis par Joshua. Donc, il y avait des enclaves cananéennes dans le territoire d'Israël. Il y a bien sûr les Pelishtim, les fameux Philistins qui sont sur la côte, la région d'Ashkelon, Ashdod et Gaza. Ces Philistins qui donneront plus tard le nom de Palestine, choisi par les Romains. Et il y a une enclave de Ir Yevus à Jérusalem. Il y a une enclave en fait, le texte de Yoshua nous le dit, qu'Israël n'a pas réussi à s'installer dans les vallées. Les grandes vallées d'Israël, la vallée de Israël, Emek, Issachar, c'est des régions qui sont où les Cananéens avaient une cavalerie de fer, et la cavalerie, c'est une arme que les Israélites n'ont pas à l'époque. La cavalerie de l'époque, c'est ce qui correspond au tank aujourd'hui, et c'est très dur quand on a un fantassin de s'opposer à un tank, et comme on n'avait pas les armes nécessaires, on n'a pas réussi avec Yoshua à prendre tout le territoire. On s'est emparé du territoire, mais on a laissé à l'intérieur des enclaves cananéennes qu'on n'a pas réussi à l'époque à prendre, et le texte de Yoshua dit que c'était un plan voulu par Dieu de ne pas nous donner tout le pays d'un coup, parce qu'alors on n'était pas encore assez nombreux pour peupler le pays. Donc il faut d'abord s'installer, puis après, quand il y aura plus de Juifs, alors on pourra étendre, on pourra chasser les Cananéens avec leur cavalerie de fer et prendre possession de tout le territoire. Et il y a encore des peuples à l'époque autour de nous. Il y a les Sidonimes, les fameux Phéniciens qui sont au nord d'Israël, à Sidon, dans ce qui sera le territoire de Hacher, mais il y a encore ce peuple qui est là. Si je regarde à l'est, je vous montre avec la souris, à l'est, dans la Syrie, il y a Aram, ce qu'on appelle les Araméens, qui sont la Syrie d'aujourd'hui. Il y a aussi les Geshurim, les Mahachatim, qui sont sur le plateau du Golan. Donc il y a encore un certain nombre de peuples qu'on n'a pas réussi à prendre avec Yoshua. Et au sud d'Israël, au sud-est, pardon, on a Moab, Ammon et Édom, et au sud, Amalek. Donc il y a encore des territoires et des peuples autour qui font partie de ce que Dieu a annoncé à Abraham, mais qui n'a pas encore été conquis par Yehoshua. Quand c'est que tout ça va être conquis? À l'époque de roi David. Le roi David va être le grand conquérant. Je m'excuse, il y a une carte là qui a disparu. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. J'ai dû mettre un des diaporamas en cachet. C'est une erreur que j'ai faite, pardon. Donc, j'ai pas le texte du roi David où il est marqué qu'il a conquis Aram et qu'il a conquis Moab et qu'il a conquis Édom. En fait, tous ces pays qu'on a vus sur la carte des tribus à l'époque de Choix, on a vu Édom en bas à droite,
On a vu Édom et Moab. Maintenant, sur la carte de gauche, Édom et Moab sont dans le territoire d'Israël. Aram est conquis. Et en fait, le territoire de Shlomo Amelech va jusqu'à l'Euphrate, comme ce qui avait été dit dans la promesse de Dieu à Abraham. Et une promesse de Dieu, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc, le territoire arrive jusqu'au nord. Euh, et à l'époque de Shlomo, du roi Salomon, on voit effectivement dans le texte du livre des rois où Shlomo Hayamoshel Bechol HaMamlachot, Shlomo régnait sur tous ces pays, Min Hanahar, depuis le fleuve, quand on dit Hanahar dans le texte biblique, il s'agit de l'Euphrate. De la même façon, quand on dit Min Hayam, il s'agit en général de la Méditerranée, la mer relative au pays d'Israël, c'est la Méditerranée. Le fleuve relatif à Israël, c'est l'Euphrate. Donc, Shlomo gérait depuis l'Euphrate, Eretz Plishtim, le territoire des Philistins, Ve'ad Gvul Mitzrayim, jusqu'à l'Égypte. Magishim Mincha, V'ovdim et Shlomo, Kol Yom Echayav. Il payait un tribut à Shlomo. Donc, il y a encore des pays qui existent. Ce n'est pas qu'on s'est installé dans tous ces pays, qu'on a chassé tous les habitants. Il y a encore des pays, mais ils sont vassaux. Shlomo a conquis ces pays et il paye un tribut à Shlomo. Donc Édom, Moab, on les verra après, parce qu'après la mort de Shlomo, une partie de ces pays vont se réveiller et retrouver leur indépendance. Ils vont secouer le joug du roi d'Israël. Mais au moins à l'époque de Shlomo, tous ces territoires qui font partie des territoires de la promesse de Dieu sont sont vassaux de Shlomo, ou État juif complet, ou État non juif, mais vassal de Shlomo. Et le texte conclut qui hu rodé bekol ever anahar mitifsach vad aza bechol malche ever anahar shalom ayalo mikol abadav misaviv. Donc non seulement Shlomo gère depuis les rives du fleuve, donc de l'Euphrate, de Tifsar jusqu'à Gaza, tous les peuples de Ever Anahar, même ceux qui sont de l'autre côté de l'Euphrate. Shalom ayalo mikol abadav misaviv. Et il était en paix avec les pays riverains. On se rappelle que la reine de Saba, d'Éthiopie, la Malkat Sheva, est venue chez Shlomo beaucoup de peuples autour lui payaient tribut. Quand on revient de... Oh, la purée, là, il me manque deux cartes. Un instant, vous m'excusez un petit instant à cause de l'erreur que j'ai faite. Juste un petit instant. Et je reviens à la carte précédente. Pardon. Et share screen. Ok, je suis avec vous. La carte, voilà, la carte revient. Donc, c'est la dernière carte dont on a parlé. Et si je vais maintenant à la carte suivante, on revient de l'exil de Babylone. Donc, on revient avec d'abord Zerubbabel et plus tard avec Ezra. Et en fait, l'État juif de Néhémia est très petit. En fait, c'est juste autour de Jérusalem, ce qu'on appelle Parvat Yehuda, c'est la satrapie de Yehuda, l'empire perse. On est vassal des Perses à l'époque. Quand on revient de l'exil de Babylone, c'est Koresh, le roi de Perse, qui nous a permis de revenir. Donc, on n'a ni l'est du Jourdain, et vers Yarden, mais même le pays d'Israël, la Samarie, c'est Parvat Shomron, il y a là-bas des Samaritains qui sont autonomes. Et au sud d'Israël, les Édomites, Édom qui étaient à l'époque dans le Negev, donc dans la région tout à fait au sud d'Israël, au sud de Beersheba, ont profité de l'exil d'Israël pour monter vers le nord et ils arrivent jusqu'à Hebron. Donc c'est en fait la Parvat Yehuda, l'État de Yehuda géré par Néhémia, c'est un État qui fait 20 kilomètres du nord au sud et 40 kilomètres d'est en ouest. C'est un tout petit État d'Israël. À droite, vous le voyez dans la carte, je le regarde à gauche parce qu'à droite, c'est un peu plus dur à voir, mais sur la carte de droite, vous voyez les satrapies perses. Alors, on voit Yehuda, si vous regardez au côté de la mer Morte, vous voyez
Yehuda, et vous voyez Shomron, et Moab, et Ammon, et toutes les satrapies autour. L'État d'Israël s'est rétréci comme une peau de chagrin par rapport à ce qu'était l'État d'Israël de l'époque du roi Salomon. Pensez que ça va changer à Hanouka. Ça va changer avec Yehuda Maccabi. Yehuda Maccabi, quand il va commencer sa révolte contre les Grecs, il faut se rappeler que les Grecs de l'époque, en fait, ce sont des Perses hellénisés, ce sont des Syriens hellénisés. Euh, c'est pas des Grecs de. C'est après Alexandre le Grand, quand l'empire grec éclate en trois empires, et on fait la guerre, quand on dit aux Grecs, c'est en fait les Syriens devenus Grecs. Et la première chose que fait Yehuda Maccabi, c'est de restaurer l'autonomie juive. Donc cette Parvat Yehuda n'est plus seulement vassale des Grecs, mais elle devient carrément autonome. Et petit à petit, ses successeurs vont agrandir les frontières d'Israël. Alors on voit la carte de droite. Vous voyez que la carte de droite, elle est en différentes couleurs. Alors si je regarde Jérusalem, Yehuda, c'est marqué que c'est ce qui a été libéré par Yehuda. Et ce qui est après autour de Jérusalem, juste au nord, Gophna, et juste à l'est, la Fréa, et juste au sud, à côté de Hébron, ça c'était ajouté par Jonathan, le frère de Yehuda Maccabi. Et si après on s'éloigne un peu plus, alors l'Édumée, qui est juste au sud, et la région de Yavne, qui est à l'ouest, et la région du Shimon au nord, sont ajoutés à l'état des Hashmonaïm par Shimon, le troisième frère de Juda Maccabi. Et puis après, on va ajouter tout le reste, la Galilée, le Golan, l'est du Jourdain, le sud, et ça va être. Je m'excuse, il faut que je bloque les micros. Il y en a qui ouvrent des micros, c'est un petit peu gênant. Euh, pardon. Ok, je suis débloqué. En bloquant tous les micros. J'ai bloqué le mien aussi, bien sûr, comme d'habitude. Et on continue. On revient à notre carte. Et on a donc parlé, non, voilà. On a donc parlé des conquêtes des frères de Juda Maccabi. Et un peu plus tard, on aura aussi les conquêtes de Jonathan Orkenos, Jonathan Orkanos, le premier, et après les conquêtes d'Aristoboulos et Alexandre Janet, Alexander Yanai. Et finalement, on a la carte que vous voyez à gauche, où l'État d'Israël a retrouvé de très belles frontières qui arrivent au Golan, qui arrivent à l'est du Jourdain. Ça, c'est l'État Hashmonaï à la veille de l'arrivée du roi Hérode. Avec le roi Hérode, je ne l'ai pas mis parce que c'est déjà les Romains qui sont là. Hérode sera vassal des Romains. Il aura encore plus de terrain sous sa souveraineté, mais il ne sera plus autonome. Donc ça, c'est le maximum de l'État d'Israël à l'époque du Second Temple, à l'époque des Hashmonaïm. Bien sûr, après, on va être envahi par Pompée, général romain, et on perdra notre indépendance qu'on ne retrouvera qu'en 1948. Alors, on va rapidement passer sur cette histoire. Donc, voilà, à l'image de droite, c'est l'État d'Israël de Shlomo, du roi Salomon. Donc, on voit que c'est énorme. C'est Israël qu'on connaît, plus l'est du Jourdain, et ça va jusqu'à l'Euphrate dans le nord-est, le Tifsar Badaza. Et il faut se rappeler que ce qui est à gauche, les Phéniciens qui sont encore au nord-ouest, sur la côte libanaise, sont soumis à Shlomo. Donc, ce n'est pas l'État de Shlomo, mais c'est un pays vassal de Shlomo. On se rappelle que Shlomo se fait fournir les cèdres du Liban par Hiram Meler Tzor, qui ne peut pas lui dire le contraire parce qu'il est soumis à Shlomo. Et cet État a éclaté après la mort de Shlomo. On a parlé de l'État Hashmonaï qui était un soubresaut, mais qui n'a duré qu'un siècle à peu près. Et après, on perd notre indépendance, on sera sous tutelle romaine, byzantine, arabe, croisée.
Et en fait, je saute jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Pardon, j'oubliais les Turcs, bien sûr. Les derniers présents étaient nos patrons turcs. Et quand ils perdent la guerre, la Première Guerre mondiale, ça c'est la conférence précédente, euh, ils vont se partager le butin avec les Français. Et les Français vont s'octroyer un mandat sur la Syrie et le Liban. C'est pour ça que les Français essayent tellement de donner leur avis sur ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Et l'Angleterre se prend un mandat sur l'Irak et la Palestine. Eretz Israël s'appelle la Palestine. Et je rappelle que le but de ce mandat est, d'après la déclaration de Balfour, de créer un Home national juif. Et regardez la carte, c'est la deuxième carte à partir de la droite. Donc le Home national juif prévu par les accords de San Remo, qui sont les seules frontières légales au point de vue du droit international, puisque après le dépeçage du pays, ça va être des décrets locaux, mais ce n'est pas les frontières internationales reconnues par la Société des Nations et après héritées par l'ONU. Donc si on veut parler déjà de frontières internationales, ben Israël, ça comprend la Jordanie et ça comprend aussi une partie du nord qui n'est pas aujourd'hui entre mains, je vais tout en reparler. Donc ça, c'est l'État d'Israël, comme il aurait été dû être après San Remo. Mais pour des raisons de politique anglaise, les Anglais découpent tout ce qui est à l'est du Jourdain et créent à partir de rien un État fantoche qui s'appelle à l'époque l'Émirat de Transjordanie, aujourd'hui le Royaume de Jordanie, mais qui n'a aucune légitimité, qui n'a jamais existé dans l'histoire et qui s'écroulera bientôt dans le cadre du printemps arabe. Je rappelle que cet État est un État très instable. Il y a un bédouin du Hejaz, donc de l'Arabie saoudite, qui est amené par les Anglais pour gérer la population, mais il est détesté cordialement par sa population. Et il reste en place grâce à sa légion bédouine euh, très démocratique, quoi. Et si je vais après à l'image de gauche, alors c'est encore pire, ça c'est le plan de partage de l'ONU en 1947 qui prévoit la création de deux États sur les vestiges de ce qu'était le mandat britannique à l'ouest du Jourdain. Et en fait, l'État d'Israël est très très tronqué et c'est en fait juste la bande côtière, la Haute-Galilée et le désert du Negev. Tout ça change quand? Ça change en 1967 à la guerre des Six Jours. À la guerre des Six Jours, Israël revient dans tout le Sinaï jusqu'au canal de Suez, reprend le contrôle de toute la Judée-Samarie et du Golan. Et comme dit de nouveau, comme était dit par Shimon Hachmonaï, ce n'est pas que nous avons conquis des pays, des territoires appartenant à des pays étrangers, nous sommes revenus à la maison. Je rappelle que le Rav Kook, le Rav Tzudok Kook, à la fête de Yom Ha'atzmaut de 1967, donc un mois avant la guerre des Six Jours, s'est crié, mais où est Yericho qui est à nous? Où est Chevron qui est à nous, où est Shrem qui est à nous, est-ce que nous avons oublié? Et on n'a pas oublié, et un mois après, on y était de retour. Donc, on est revenu à ce qu'étaient des terrains, des territoires d'Eretz Israël. Malheureusement, les gouvernements successifs ont bégayé. Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est pas à nous? Est-ce que c'est une monnaie d'échange? On a refusé de dire clairement, on est rentré à la maison, on annexe. On a annexé la ville de Jérusalem et quelques dizaines d'années plus tard, on va aussi annexer le Golan. Donc le Golan, le plateau du Golan et Jérusalem ont été annexés. Mais la Judée-Samarie et la bande de Gaza et le Sinaï n'ont pas été annexés. Et dans le cas d'accords successifs, on les a rétrocédés. Bon, on ne les a pas rétrocédés, on ne peut pas rétrocéder, on les a donnés. On a donné le Sinaï à l'Égypte avec la bande de Gaza. En 2005, on a carrément évacué la bande de Gaza, pardon, aux accords d'Oslo, on a donné le contrôle de la Judée-Samarie et de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Ce n'est pas un État, mais c'est un territoire qui n'est plus sous contrôle direct d'Israël. En 2005, on a fait encore un grand pas en arrière et on s'est retiré complètement de la bande de Gaza. Et oui, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est le sionisme, qui est un retour d'Israël sur sa terre. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans une autre conférence, que quand on commence à revenir à s'installer en Eretz Israël, dans le cadre du mouvement sioniste et même encore avant avec les Chovevet Sion, les Amants de Sion,
on achète des terrains dans ce qui était autrefois Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on achète des territoires, on achète des terrains sur le Golan et on a une moshava, un village agricole qui s'appelle Bnei Yehuda sur le plateau du Golan. On achète des terrains à l'Attaquié, aujourd'hui en Syrie, pas en Liban, plus au nord que le Liban, à l'Attaquié, et on crée une moshava là-bas à l'Attaquié. À l'époque, on n'a pas compris que Israël, c'est juste l'ouest du Jourdain et très restreint. On a compris que Israël, c'est les frontières d'Israël, et c'est maintenant ce qu'on va essayer de définir, de comprendre. Là, j'ai parlé maintenant de politique, quelles sont les frontières politiques à travers les âges. Maintenant, on va essayer de comprendre, d'après les textes de la Torah, quelles sont les frontières prévues par la Torah, des frontières promises à Abraham, et comment les différents chachamim ont interprété ces frontières. Alors, si on arrive à la promesse de Dieu à Abraham, et il faut faire très attention. Je rappelle qu'on est Midreshet Yehuda, les Européens chrétiens adorent parler de la terre promise. La terre promise, Dieu a promis une terre, alors attendez qu'il vous la donne. Manitou disait, c'est ce qui est marqué dans le premier Rashi sur la Torah, quand Rashi demande, mais pourquoi la Torah commence par Breshit, nous raconter l'histoire de la création du monde, ça intéresse qui? Bon, la Torah, ça doit nous donner comment faire Shabbat et comment manger Kasher. Et là-bas, Rashi nous amène un midrash que si les goïms vous disent vous êtes des conquérants qui avaient pris une terre pas à vous, ben vous leur répondrez non, cette terre a été distribuée par Dieu, qu'il a donnée à qui il voulait et il nous l'a donnée à nous. Et Manitou disait, mais un instant, mais les goïms reconnaissent le fait que la terre nous a été donnée par Dieu, puisque les chrétiens reconnaissent la Torah comme parole divine. Bon, et après, il y a des ajouts d'un Nouveau Testament, mais la Torah, c'est la parole de Dieu qui a donné cette terre à Israël. Et Manitou faisait remarquer que Rachi emploie ce terme listimatem. Vous êtes des bandits parce que vous avez conquis la terre. Si vous l'avez, Dieu vous l'a promis, ben attendez qu'il vous la donne. Alors, Manitou disait toujours attention, la terre n'est pas une terre promise, et une terre donnée. Dieu dit à Abraham, pardon, on va regarder le texte à droite, les versets. Bayom Hahu, ce jour-là, Karat Adonai et Avram Brit les morts, Dieu a scellé une alliance avec Abraham en lui disant, le Zar Acha Natati à tes générations, j'ai donné cette terre. Il n'est pas marqué, je te l'ai promis. L'alliance, c'est que cette terre a déjà été donnée à Abraham. Donc c'est une terre qui nous a été donnée. Et quelles sont les frontières qui ont été données à Abraham par Dieu? Minhar Mitzrayim, Adanar Gdol Prat, depuis le fleuve de l'Égypte, depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. Donc tout ça, c'est la terre donnée à Abraham. C'est beaucoup plus large que l'État d'Israël aujourd'hui. On y reviendra. Et à Kéni, et à Knizi, et à Koni. Et là, on a une énumération de 10 peuplades à qui il faudra faire la guerre, le Kéni, le Knizi, le Kadmoni, Chiti, Prizi, Rephaim, Emori, Knani, Girgashi, Yebusi. Et je rappelle que c'est pas obligé de leur faire la guerre. Josué, quand il va arriver, va proposer trois options. Vous pouvez quitter cette terre que Dieu nous a donnée et le Girgashi a quitté et s'est installé en Tunisie d'aujourd'hui. Euh, le, les, quel pays, quel peuple? Les Givonim ont fait la paix avec Israël. Vous pouvez faire la paix et être soumis à Israël, ou si vous refusez, alors c'est la guerre. Alors il y a eu le Girgashi qui est parti, il y a les Givonim qui ont fait la paix, et il y a les autres qui ont fait la guerre. Mais donc ça, c'est le terrain comme il était donné à Abraham de façon générale. Depuis le Nahar Agadol, le grand fleuve, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, on va essayer de comprendre quand la Torah va nous donner le détail. Là maintenant, on est dans la parashat Mas'ei, donc dans le livre de... non, j'ai pris dans le livre de Shemot, c'est pas important. Dans le livre de Shemot, Dieu, dans la suivante, c'est important de comprendre. Uvnei Israël achlu et aman arbaim shana ad boam el eretz noshavet. Les Bnei Israël ont mangé la manne, donc ce fameux aliment miraculeux du désert pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Eretz Noshevet. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Jusqu'à qu'ils arrivent dans une terre habitable. C'est qu'en fait, la terre donnée à Abraham, si vous regardez maintenant la carte, vous voyez qu'il y a la terre qui a été donnée par Moshe quand Moïse donne aux tribus dans le livre de Bamidbar, il va leur dire voilà où les tribus vont s'installer. Et il leur donne 9 tribus à l'ouest du Jourdain et 2 tribus et demie à l'est du Jourdain. Mais en fait, ça ne comprend pas toute la terre donnée à Abraham qui est plus large,
qui comprend encore ces déserts de Syrie et le désert du Sinaï. Mais il faut comprendre que la Torah nous parle de Eretz Noshavet, quand on parle des frontières habitables, là où la terre est cultivable, là où elle est fertile, et ça c'est la bande côtière d'Eretz Israël jusqu'au nord du Liban et de la Syrie, et l'est du Jourdain, qui est aussi fertile. Mais on ne parle pas des déserts. Ceux qui arrivent à voir, c'est un peu plus dur. Il y a un trait sur la carte. Regardez, il y a un encadré, là, où je montre maintenant avec la souris. Juste au-dessus de l'encadré, il y a un trait qui est en fait la frontière. Mais ces pays-là, la Torah n'en parle pas parce que ce sont des déserts. Et ce qui intéresse les tribus, c'est bien sûr les terrains où on peut s'installer et faire de l'agriculture. Et tu engrangeras ton blé, ton huile et ton vin. Donc la Torah nous donne des frontières de la terre fertile. La frontière avec les déserts, elle est encore plus grande. Donc il y a Eretz Moshvotechem, le pays où vous habiterez, et Eretz Moshvotechem, c'est Eretz Anoshavet, c'est le pays habitable. Mais il y a des frontières qui sont plus larges que cette frontière-là. Dans le livre de Divrei Hayamim, c'est ça, je m'excuse, la carte que j'ai cherchée tout à l'heure de David, je l'avais mis ici, je crois que je l'avais mis avant dans les cadres générales, et on voit effectivement ce texte qui est à droite, Vayach Harechen, Vayach David et Plishtim. Donc David a vaincu les Philistins, Vayach et Moab, il a vaincu les Moabites, Vayach David et Adadézer Melach Tsova, il a vaincu le roi de Aram, Vayach David Be'aram, il y a deux Aram, Aram Tsova et Aram Damesek. Vayosha Adonai le David Bechol Asher Alach, et Dieu a sauvé David, l'a aidé dans toutes ses entreprises. Et à la suite, on a encore la conquête de Édom au sud d'Israël. Vayou Kol Édom Avadim le David, et Édom était serviteur de David. Vayosha Adonai et David Bechol Asher Alach, et de nouveau Dieu était avec à l'aide de David. Donc les plus grandes frontières qu'on a eues, c'est les frontières de l'époque David, où le texte est clair. Ça comprend Aram Tsova, Aram Damesek, Plishtim, Moab, Edom, et tous ces pays qui sont autour. Et à l'époque de Shlomo, on l'a déjà vu tout à l'heure, on avait dit que les peuples autour donnaient des pays un tribut à Shlomo. Et dans le livre de Divrei Yamim, le texte nous dit Vayas Shlomo et Achag ba'et ha'i. Shlomo a fêté la fête de Sukkot, Shivat Yamim, v'chol Israël imo kal gadol meod. Et tout Israël est venu à Jérusalem pour fêter avec lui une grande multitude, une grande assemblée du peuple, Milevo Hamat ad Mitzrayim, depuis Levo Hamat, donc tout à fait aujourd'hui au nord de la Syrie, au sud de la Turquie, jusqu'à l'Égypte, donc un pays énorme à l'époque du roi Salomon. Je cite juste Yecheskel, je ne vais pas développer maintenant parce que ça c'est une étude à part. Les frontières de Yecheskel sont différentes. Elles recouvrent tout ce qui a été dit, elles sont beaucoup plus là, c'est les frontières d'Abraham, donc tout le grand Israël, mais ce qui est spécial chez Yecheskel, c'est sa partition entre les tribus. Ce n'est plus les tribus, un morcellement, Yehuda au sud, Shimon dans Yehuda, Naphtali et Asher ont deux bandes nord-sud. Là, chez Yecheskel, lui, il divise le terrain en 12 tribus, c'est 12 bandes parallèles, est-ouest, en commençant par Asher au nord, Naphtali en dessous, Menaché, Ephraim, Reuven, Juda. Après, le centre d'Israël, pardon, le centre d'Israël, c'est Achuzat Anassi, ça appartient au roi et au temple. Et après, on a Binyamin, Shimon, Issachar, Zvulun et Gad qui sont au sud. Donc, et l'ordre des Nachalot est différent. Et la, la parcellation différente, mais la terre d'Israël, vous voyez, elle va depuis l'Égypte jusqu'à la Turquie d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va essayer de définir ces frontières, effectivement. C'est quoi jusqu'à la Turquie? C'est quoi le Nahar Prat? C'est quoi le Nahal Mitzrayim? Essayez de comprendre les textes. Alors commençons par la frontière sud d'Eretz Israël. La frontière sud, dans le livre de Bamidbar, on lit Vayalachem Pat Negev Bimidbar Tzin Edom, Vayalachem Gvul Negev, Venasav Gvul Meatzmon Nachla Mitzrayim Vayat Totzota Vayama. Donc on voit qu'il est marqué là-bas que ah, euh, j'ai pas pris. Si, pardon, je m'excuse. Venasav Gvul Meatzmon Nachla Mitzrayim, la frontière arrive jusqu'à Nahal Mitzrayim, jusqu'au Nahal Mitzrayim, le fleuve d'Égypte. Et c'est quoi le fleuve d'Égypte? Alors le Targum Yehonatan,
nous traduit en araméen, Vayakif Trouma Mikesam, le Nilus de Mitzrayim. Ça va jusqu'au Nil égyptien. Maintenant, c'est quoi le Nil? Le Nil, c'est un grand fleuve, c'est le plus grand, un des plus grands fleuves du monde. Il fait 6800 kilomètres de long. Il arrive du sud de l'Éthiopie et c'est lui qui donne toute sa fertilité à l'Égypte. Mais quand il arrive au nord de l'Égypte, il se divise en certain nombre de bras et il crée ce qu'on appelle le delta du Nil. Donc le delta du Nil, ça va depuis Alexandrie jusqu'à une ville antique, Pylos. Et dans toutes il y a là, quatre bras du Nil, pardon, trois bras du Nil. Vous voyez à droite le canal de Suez, comme ça pour comprendre où on est. Ça, c'est le canal de Suez qui était la frontière entre Israël et l'Égypte. Donc à l'est, là, c'est déjà le Sinaï qu'on avait à partir de 1967 jusqu'aux accords de paix avec l'Égypte. Et donc, à l'ouest, on voit ce bras du Nil qui est le bras le plus à l'est, qu'on appelle en géographie le bras pélusien, du nom de la ville de Pélicium, qui est un bras qui est déjà asséché depuis plusieurs siècles. Mais pour les commentateurs, c'est ça, Nahal Mitzrayim. Nahal Mitzrayim, donc c'est le Nil, mais pas le bras central qui est le bras de Damiette ou le bras d'Alexandrie, mais le bras le plus à l'est. On est gentil, hein. On prend que jusqu'à l'est du Nil. Après, dès qu'on rencontre le premier bras du Nil, c'est déjà l'Égypte. Mais c'est encore beaucoup plus à l'ouest que le canal de Suez. Donc, c'est pas seulement que le Sinaï, c'est Israël. C'est encore plus de 100 kilomètres dans le territoire égyptien d'aujourd'hui, qui fait partie, d'après le Targum Yonatan, du territoire donné par Dieu à Israël. Alors, si on arrive à regarder comment Rambam nous explique, Maïmonide nous dit, on va lire le Rambam, Ve'elu haya davar talui b'krivat makom, il s'agit le Rambam traite, Maïmonide traite du deuxième jour de fête. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, on fait un jour de fête dans les fêtes, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Le premier jour de la fête, c'est un jour. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours. Et Maïmonide explique que c'est jusqu'à où on fait un jour et à partir de où on fait 2 jours. Et il dit, euh, il explique, on fait 2 jours là où on ne pouvait pas annoncer que quand était le premier jour du mois, et donc on ne sait pas quand fête est la fête, et à cause du doute, on doit faire 2 jours. Et il me dit, l'Égypte, c'est pas un problème parce que chez En Ben Yerushalayim ou Mitzrayim, Aderech Ashkelon, la Malach Shmona Yamim. De Jérusalem à l'Égypte, en passant par Ashkelon, il s'agit d'une marche de 8 jours. Une marche de 8 jours, ça nous amène exactement à l'ouest du canal de Suez, au bras pilucéen du Jourdain, du Nil. Comment je le sais? Parce que le Rambam ne se contente pas de nous dire qu'il s'agit de 8 jours de marche, et ça peut se calculer parce que dans les textes anciens, quand on parle d'un jour de marche, il s'agit de parsa. Une parsa, c'est 40 km, 10 lieues. Donc, 40 km, c'est 8 fois 4, c'est 320 km, donc ça nous amène déjà jusqu'en Égypte actuelle. Mais le Rambam nous dit un peu plus loin aussi, וכאן הוא נוטה מאמצע היישוב כנגד רוח מערבית בכמו 4 ו-20 מעלות עד 7 ו-20 ועד 1 ו-20. Il nous dit c'est entre le méridien 21 et le méridien 27. Il s'agit bien sûr des méridiens de l'époque. La base n'était pas Greenwich. Donc là, vous voyez, ça nous donne entre le 32e méridien et le 35e aujourd'hui. Jérusalem, le 35e, et à l'ouest, le 32e méridien actuellement. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, au nord de ce méridien, vous voyez la ville de Philistion, la ville ancienne, et c'est donc ça, la frontière d'Eretz Israël. Donc le Rambam est très clair, on a le méridien. D'ailleurs, il nous donne aussi dans le texte un peu plus loin, les parallèles. Et donc, si on fait un recoupement entre le parallèle que nous donne Maïmonide et le méridien, on arrive justement à cet endroit que je vous montre maintenant avec la souris, si vous arrivez à le voir. Et donc, c'est à peu près là où le bonhomme il marche vers la gauche. Jusque-là, c'est Eretz Israël. C'est donc la frontière sud d'Eretz Israël. C'est l'Égypte, même pas le canal de Suez, mais le canal Pélicion. Pélicion, je ne sais pas comment on appelle en français. Bien sûr, comme on est juif, ben, on n'est jamais d'accord. Il y a d'autres opinions.
Et si je prends le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui est un des commentateurs et des fois opposants à Maïmonide, pardon, le Radbaz nous écrit, alors tenez-vous bien, et la Haemet Barour, la vérité claire et nette, on ne sait pas à discuter, qui Nahal Mitzrayim, ce fameux fleuve d'Égypte dont il était parlé dans la frontière, ou Anikra Yom Badi El Arish, c'est le Nahal El Arish. Ça se trouve dans la bande de Gaza, à côté de, pardon, pas dans la bande de Gaza, c'est un petit peu au sud. El Arish aujourd'hui, c'est en Égypte, c'est un petit peu au sud de Gaza. Vous voyez ici la bande de Gaza, le Gush Katif, Rafiah, Rafah, qui est aujourd'hui la frontière de la bande de Gaza. Yamit, cette ville que Israël a évacuée dans les accords d'Oslo en 1982. Et un petit peu au sud, il y a Nahal El Arish. Et donc, il est sûr que la bande de Gaza fait partie d'Eretz Israël. La question, c'est est-ce que le désert du Sinaï fait partie d'Eretz Israël? C'est un peu moins important. Je rappelle ce qui a été dit, c'est qu'on parle surtout de Eretz Noshavet. Là, c'est plutôt un petit peu désertique, à part la bande côtière au nord. En tout cas, donc, discussion entre le Radbaz et le Rambam. Mais ce qui est incroyable, c'est comment est-ce que le Radbaz sait que Nahal Mitzrayim, c'est Wadi el-Arish. On a dit que le Rambam, lui, s'est basé sur des distances, etc. Et sur le Targum, surtout le Targum Yerushalmi, qui donnait Nahal Mitzrayim, c'est le Nil. Le Radbaz qui nous dit c'est évident que c'est Nahvadi el Arish. C'est comme ça que disent les Bédouins du désert qui Adsham ou Gvul Mitzrayim ou Misham ve'elach ou Balad el Shamia Eretz Israël ou le Mefursamot en Tzoraya. Et comme c'est évident, ben on n'a pas besoin de mettre des preuves. Puisque les caravaniers qui font la route entre l'Égypte et Israël, quand ils arrivent au Wadi el Arish, ils disent ben voilà, on est arrivé à Balad el-Sham, on est arrivé en Eretz Israël, donc c'est ça qui est la frontière. Donc il se sert, comprenez la différence entre le Rambam qui se sert, qui amène comme preuve le Targum Yerushalmi qui traduit le Tanakh, et Radbaz qui nous dit ben, c'est comme ça que les Bédouins, les caravaniers bédouins à son époque appelaient ça Eretz Israël. Est-ce qu'on peut se servir de ça comme base d'Alaha? Ça, c'est déjà les discussions. Je ne rentre pas dans des discussions. Je propose des frontières. Après, j'ai 8 livres sur le sujet. Vous pouvez venir les consulter si vous voulez les détails et les tenants et les aboutissants de ces marlocotes. Et là, je vous ai donné trois frontières, comme ça, pour donner une idée de trois frontières sud. Alors d'abord, je vous ai parlé maintenant du Radbaz, le Radbaz, euh, non, c'est même un petit peu différent. Là, ça va plus au sud, mais ça s'arrête à Nahal el Arish comme le Radbaz. C'est un livre à Haaretz Ligvolotea, je ne sais plus qui c'est qui propose. Ah, pardon, pardon. C'est Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon, donc, qui était à l'époque de Maïmonide, le Rosh Hagolah en Irak, en Bavel. Et Rav Sadia Gaon dit c'est Nahal el Arish. Donc, c'est Nahal Arish. Si je regarde ici le Kaftor Vaferach Rabbi Ashtoria Farchi, Rabbi Ashtoria Farchi, c'est un grand voyageur qui est venu de France et qui s'est installé au XIIIe siècle. Il s'installe à Beth Shean et il parcourt le pays en long, en large, en travers. Et il écrit un livre, Kaftor Vaferach, un livre de Halacha, mais qui donne les frontières. Et pour lui aussi, la frontière sud, c'est Nahal el Arish. Et je me suis trompé. Et à droite, on a Rav Saadia Gaon. Donc, ces deux interprétations, je m'excuse, erreur très grave. Ces deux interprétations de Rav Saadia Gaon. Un commentateur qui s'appelle Ares Ligoloté a dit Rav Saadia Gaon, en fait, parle de la Khal Larish. Quand d'autres interprétations de Rav Saadia Gaon disent non, non, il s'agit de, du Nil avec la branche philistine qui est la frontière ouest. Donc, vous voyez que il ajoute tout ce nord. Et nous, je dis pourquoi le nord et pas le Sinaï? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le Eretz Noshevet, les endroits qui sont fertiles. Le Sinaï, avec ses hautes montagnes de 2500 mètres entièrement stériles, ça nous intéresse moins. Ce qui nous intéresse, c'est les parties fertiles d'Eretz Israël, Eretz Noshevet. Alors, on a parlé du sud. Allons donc parler maintenant du nord. Alors, le nord, aujourd'hui, on le sait, ça se trouve au nord de Naharia. On en parle assez dans les nouvelles. Et après commence le Liban. Voyons ce que dit la Torah. La Torah nous dit dans le livre de Bamidbar, Vezei lachem gvul tzafon, minayam agadol tetau lachem hohar.
vous irez jusqu'à Hor Hahar. Mais Hor Hahar, Tetaou le Hamat, de là vous irez à le Hamat, et après vous irez à Zifrona. Ok, donc la frontière commence de la mer Minayam Agadol, de la grande mer, donc la Méditerranée, à Hor Hahar. Il a fait Hor Hahar, la montagne centrale. Il faut d'abord comprendre une chose, ne vous trompez pas. Il y a un Hor Hahar où a été enterré Aaron. Mais ça se trouve au sud-est de la mer Morte. C'est dans la région de Moab. Il ne s'agit bien sûr pas de ce Hor Hahar qu'aujourd'hui les Arabes appellent Jabal Haroun, la montagne d'Aaron, où certains vont là-bas pour fêter le Yartzeit d'Aaron à Cohen. Donc il y a une autre montagne. Hor Hahar, c'est une montagne sur une montagne. Alors où se trouve cette montagne sur une montagne? De nouveau, on a le Tirgum Yonatan. Voici ce qui sera votre frontière nord, Minyama depuis la Grande Mer, donc la Méditerranée, jusqu'au mont du Taurus. Le mont du Taurus, pour tous ceux qui le savent, ou ceux qui ne le savent pas, c'est le sud de la Turquie d'aujourd'hui. Donc, je ne parle pas du Liban, je ne parle même pas de la Syrie, je parle de la Turquie. Si vous regardez maintenant la carte qui est à votre gauche, vous voyez le nord d'Israël, vous voyez Haïfa et Akko. Vous avez au-dessus de Haïfa, de Akko, vous avez la frontière actuelle. Après, vous avez un pays qui s'appelle Lebanon. Au-dessus de Tripoli, qui est au nord du Liban, vous avez une frontière. C'est la Syrie. Vous voyez la ville de Homs, où Israël a attaqué hier, a détruit les dépôts d'armement du Hamas. C'est par là que les armements du Hezbollah. Donc Homs, c'était en Syrie. Vous allez jusqu'à la ville de Latakia, qui est déjà au nord de la Syrie, et vous avez de nouveau une frontière. Et là, vous avez la Turquie. Alors, vous avez une ville qui s'appelle Iskandroun. Iskandroun, aujourd'hui, c'est Antioche, une grande ville, Antioche, la capitale d'Antiochus. On parle de Hanouka, Antiochus avait sa capitale à Antiochia. Après, c'est devenu Alexandrie. Le nom de Iskandroun, c'est Alexandre. Et d'ailleurs, la baie qui est au nord, c'est la baie d'Alexandretta, Mifrats Alexandretta. Donc, c'est cette baie. Et au sud de la baie, à côté de cette ville d'Iskandroun, il y a là-bas les montagnes du Taurus. Et là-bas, il y a une montagne qui s'appelle Jabal el-Akra, Har Taurus Omanus. Et c'est donc, d'après le Tirgum Yonatan, la frontière nord d'Israël. Donc ça comprend tout le Liban, toute la Syrie et jusqu'au sud de la Turquie aussi. C'est pour ça que je dis toujours, quand à Tou Bishvat, il y a une mitzvah de consommer des fruits d'Eretz Israël, comme c'est l'hiver et qu'on manque un petit peu de fruits frais, alors beaucoup l'habitude de manger des raisins secs et des figues séchées, des dattes séchées, toutes sortes de... non, mais des figues séchées et autres fruits. Si vous regardez sur vos emballages, vous verrez que c'est des produits de Turquie. Alors beaucoup se posent la question, est-ce qu'il y a une mitzvah ou bishvat de manger des fruits de la Turquie? Je réponds oui, parce que le sud de la Turquie, de l'Anatolie, fait partie d'Eretz Israël. Donc, si vous mangez des fruits d'Anatolie à Toubishvat, vous allez manger des fruits d'Eretz Israël. En tout cas, d'après le Targum Yonatan, qui donne la frontière à Taurus Omanus, au sud de la baie d'Alexandrette. Maintenant, bien sûr, comme on est des juifs, vous avez compris, il y a des marlocotes, il y a d'autres opinions, on va voir d'autres opinions. Alors, juste une belle photo, quand on comprend un peu ce que sont les monts Taurus, pour tous les nostalgiques du ski, ben voilà nos futures pistes de ski du nord d'Israël. C'est pas la piste de ski qu'on a au mont Hermon, là, qu'on finit en 3 minutes. Et c'est juste pour se préparer à aller faire du ski en Europe. On a nos pistes de ski dans les monts du Russe, aussi dans les monts du Lanti-Liban. On aura de belles pistes de ski quand on sera revenu dans nos frontières d'Eretz Israël. Et là, vous avez un texte du Talmud de Gittin qui nous dit, là-bas, c'est une question quand on amène un acte de divorce de Chutz La'aretz, il y a des halachot relatives à ça. Et donc, il faut définir où se trouve Chutz La'aretz, en dehors des frontières d'Israël pour les lois relatives au divorce. Et la Gemara nous dit, Kol shechofer v'yored mitoré amanos, au sud de mitoré aman, c'est tout ce qui est au sud des monts Taurus, c'est Eretz Israël. Au nord des monts Taurus, c'est Chutz La'aretz. Maintenant, revenons au Kaftor Vaferach, Rabbi Ashtori Afarchi, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure dans la carte qu'on avait vue. Lui nous dit, Da ki min ha'ara mefursam asamuch le'Akko ve'hu hara Karmel ve'latzafon imatsu ksat rashim bayam. Alors il dit, quand on part du mont Carmel et qu'on va vers le nord, on verra qu'il y a certains endroits il y a plusieurs endroits où la mer rentre la montagne rentre dans la mer. Pardon. Ceux qui connaissent Haïfa, le mont Carmel va jusque dans la mer et bloque en fait la route. Et il faut passer par des côtes, c'est compliqué. Et pour le Rabbi Ashtori Afarchi, la frontière nord, c'est aussi
Hor Har, c'est une montagne qui rentre dans la mer. Et il y a plusieurs endroits comme ça où il y a des montagnes qui rentrent dans la mer, mais il dit la principale, il y a des endroits où il y a comme ça des presqu'îles. Regardez la carte, Sor, Tyr, Sidon, ce sont des presqu'îles, Beyrouth. Mais il dit la Har Ahu Ayachidi Nichnas Khatmo Bayam, l'endroit le plus important, là où ça rentre vraiment dans la mer, c'est un endroit qui s'appelle Jabal Lakra. Je me suis trompé, c'est Jabal Lakra, et ça se trouve dans le numéro 2. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on était au mont Taurus, c'était au nord, à côté d'Antioche. Là, on descend un peu vers le sud, à côté de la ville de, de, de j'arrive plus à lire, c'est pas grave. C'est à côté de Levo-Hamat. Levo-Hamat, on va lu tard dans le texte biblique, et là, c'est pour le Kaftor Afera. Alors, si vous regardez un peu en dessous, vous avez encore d'autres frontières. D'après le Rambam, c'est à côté de Banias, c'est toujours encore en Syrie. Donc, il n'y a pas de. Tout le monde est. À part le Radbaz de nouveau qui nous avait rétréci le sud et avait ramené la frontière du Nil jusqu'à Wadi el-Arish, ici, il ramène la frontière c'est le numéro 4, à côté de Kitron, c'est près de Tripoli, au nord du Liban. Donc lui, la majeure partie du Liban, bien sûr, Tyr, Sidon, Beyrouth sont partis d'Eretz Israël, mais à peu près au nord du Liban, ça finit. La Turquie, la Syrie, c'est déjà plus Eretz Israël. J'ai dit pour le Rambam, jusqu'à Banias en Syrie, c'est Eretz Israël, et quand on veut faire un peu plus, et pour le Tirgum Yerushalmi, jusqu'à la Turquie, tout ça, c'est Eretz Israël. Juste pour sympathique, Arabi Ashtori Afarchi, beaucoup se sont posé le nom, d'où venait son nom, Ashtori Afarchi. Alors, Ishtori, ça peut être l'homme, Ishtori, le baladeur, le visiteur, l'explorateur. Mais Afarchi, pourquoi le Farchi? Alors aujourd'hui, il y a un chercheur de Bar-Ilan qui a écrit une thèse de doctorat sur Arabi Ashtori Afarchi, qui est le premier chercheur d'Eretz Israël. Il a essayé de définir les frontières par rapport aux mitzvot. Ce qui intéressait lui, c'était les mitzvot qui étaient applicables en Eretz Israël. Et pour ça, il a exploré le pays. Et d'après ce chercheur de Bar-Ilan, Rabbi Ashore Farhi était habité en France, dans une ville qui s'appelle Florensac, c'est la région de Perpignan. Et Florensac, et fleurs. Florensac, c'est pour ça Ashtori à Farhi. Farhi, c'est une fleur. Et il a donc pris comme Rabbi Yonatan Ayarchi, qui venait de Lunel, Lunéville. Lunel, c'est Ayarchi, la lune, Lunel. Alors Afarchi, c'est de Florensac. Et donc il était, Cocorico, il est né en France, mais il a fait quelque chose de très, très intelligent. Il a fait son alia et il habitait à Beth Shean. Il a fait son alia en 1313, comme c'est marqué devant vous. Bien, revenons à Maïmonide. Harambam, de nouveau, lui, c'est très clair, puisqu'il nous donne des parallèles, et il nous dit, donc lui, il nous dit, les frontières d'Israël, c'est entre le parallèle, le 29e parallèle et le 35e parallèle, ce qui nous amène près de Banias, en Syrie. Et donc, c'est très clair, c'est très net. Lui, il marche d'après des parallèles. Il n'y a pas de discussion. C'est pas un nom, les parallèles, ça se calcule entre l'équateur et le pôle Nord et il n'y a pas de discussion, c'est l'angle que nous donne l'angle Soleil. Juste pour savoir où le Rambam nous amène. Alors, il nous amène au moins jusqu'à une très belle forteresse, la forteresse de Croisée, forteresse de Margat. Alors, on n'a pas, si on prend le Rambam, on n'a pas les pistes de ski du Mont Taurus, on a celle de l'Anti-Liban et on a d'autres très beaux sites à visiter. On a le Krag des Chevaliers et la forteresse de Margat qui est sur la frontière. Revenons au livre de Joshua. Le livre de Josué nous parle d'une bataille, que Joshua fait une bataille avec les rois du Nord, à Mémarom. Vaïvadou, Kolem Lachim, Ele, Beru, Yachnu, Yardav, El Mémarom. Tous les rois du Nord, il y a une coalition. C'est que quand on parle du fait que Josué a fait la guerre à 31 rois cananéens, c'est pas qu'il s'est battu 31 fois. Il y a en fait une grande bataille avec la coalition des rois du Sud et une grande bataille contre la coalition des rois du Nord. Donc, le Shbokhu nous a simplifié le travail. Au lieu de nous donner le besoin d'aller se battre contre chacun individuellement, ils ont fait des coalitions. Et donc, en une bataille, on avait tous les rois du Sud et en une bataille, on avait tous les rois du Nord. Donc, ils se sont réunis à Mémarom. Actuellement, on identifie Mémarom ou Emek Achoulé ou alors le lac Karaoun. Discussion, j'entends la discussion.
Et de là, donc, ils sont là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on attend, ils vont nous attaquer. Ils se sont réunis. Yomer Adonai Yoshua, Altira même. Dieu dit à Yoshua, n'aie pas peur. Machar ketazot anochim ten kulam chalim. Demain, je les donnerai tous. Ils tomberont tous devant toi. Yavo Yoshua b'chol ha'amim imu alem al memarom pitom. Et Yoshua arrive. C'est une attaque surprise menée par Yoshua. Donc, c'est lui qui prend l'initiative. Il n'attend pas que eux nous font la guerre, mais c'est lui qui prend l'initiative. Vaïtem Adonai Beyad Israël Vayakum Bayar de Faux, mais Dieu les donne aux mains d'Israël qui les ont poursuivis. Ad Tzidon Rabba jusqu'à Sidon, à l'ouest. Ve'ad Misrefot Hamayim, et jusqu'à Misrefot Hamayim qui est dans la plaine de la Beka'a. Pardon, dans les montagnes du centre du Liban, l'anti-Liban. Ve'ad Bikat Mitzpeh Mizracha, et jusqu'à la plaine de la Beka'a à l'est. Donc c'est très intéressant. Il y a trois axes de progression où Yoshua attaque. Donc deux choses. D'abord, c'est lui qui prend l'initiative. Il n'attend pas qu'eux attaquent, qu'ils l'attaquent sur son territoire, mais il va apporter l'attaque vers eux. Et sur trois axes. Et c'est très sympathique parce qu'il y a un rabbin militaire, le Rav Yitzhak Steiner, qui a écrit un livre sur les frontières d'Israël, qui raconte qu'en 1982, à la guerre du Liban, quand Israël se prépare à la première guerre du Liban, il y a leur officier leur présente les plans de l'attaque et il demande quelqu'un a des remarques à faire. Le Rav Steinberg, qui était le rabbin de la division, dit oui, mais ça c'était le plan de combat pour une armée européenne qui vient se battre ici. On est juif, il faut donner un petit peu, il faut lire le théâtre de Yoshua qui a fait la guerre sur ce territoire. Et alors il leur raconte que Yoshua a fait la guerre sur trois axes et c'est lui qui a pris l'initiative. Et Rav Steiner dit, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que c'est justement le plan d'attaque de Tzahal en 1982. Il y a une attaque sur la côte, vous voyez, à gauche, l'attaque le long de la côte. Au centre, les flèches au centre, l'attaque dans l'axe montagneux au centre. Et à droite, les flèches dans la Bekaa. Donc Israël a pris l'initiative et a attaqué sur trois axes. On a effectivement, en 1982, répété la guerre de Yoshua contre les rois du nord d'Israël. Donc on a fait ce que Yoshua a fait. La seule différence entre ce qui est nous en 1982 et Yoshua il y a 3500 ans, c'est que Yoshua, une fois qu'il a fini la guerre, il est resté sur place. Une fois qu'on avait fini la guerre, on est reparti à la case départ. Grosse erreur. Alors on a parlé de la frontière sud, on a parlé de la frontière nord, on va parler de la frontière ouest. Alors la frontière ouest, aujourd'hui, vous voyez les frontières d'après les règles aujourd'hui, il y a une bande côtière, les eaux territoriales, et chaque pays a droit à des eaux territoriales qui font face à sa frontière. Donc là, vous voyez les eaux territoriales d'après l'ONU aujourd'hui. Regardons la frontière d'après la Torah. Alors, la première frontière qu'on a d'après le Talmud, elle nous dit que on prend la frontière nord à Horahar, on prend la frontière sud, Nahal Mitzrayim, entre les deux, on tire un trait, et tout ce qui est dans la mer entre ces deux traits, ben, c'est Eretz Israël. Donc toutes les îles qui sont dans la mer Méditerranée, entre ces deux extrémités au nord et au sud, hein, je vous lis la Talmud, Anissin Shebayam, les îles qui sont dans la mer, Ruimotan Kilu Chut Matuach Alem, on regarde comme s'il y avait un trait qui relie Touré Amnon, les montagnes russes, jusqu'au Nil, et ce qui est à l'intérieur du trait, c'est Eretz Israël. Sympa, on a encore un peu plus, on a encore quelques îles dans la mer. Alors maintenant, asseyez-vous bien, parce que vous allez voir de nouveau dans le Talmud, mais comme je dis, le Talmud, donc discussion. Donc ça, c'est la première variation de ce qu'est la frontière ouest. Regardez l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, on trace deux parallèles. Un parallèle à Horahar au nord, un parallèle à la frontière sud, et entre ces deux parallèles, tout ce qui est dans la mer, c'est à nous. Donc le sud de Chypre, c'est à nous. L'Afrique du Nord, c'est Eretz Israël. Donc voilà, les Juifs du Maroc, bonne nouvelle, pas besoin de faire la Lia, vous êtes en Eretz Israël, d'après ces frontières de Rabbi Yehuda, où tout ce qui est entre ces deux parallèles, c'est Eretz Israël. Donc ça, c'est les frontières les plus larges. Et là, vous avez un récapitulatif de toutes les variantes de ce que peut être Eretz Israël. Je ne vais pas maintenant définir toutes les variantes, il y en a énormément, mais vous voyez que dans la Horahar tout à fait au nord, les Nahal el Arish, le Nil, enfin là il y a un récapitulatif. Ceux qui veulent, vous regarderez ça dans le replay. C'est donc ça la terre qui a été proposée par Akadosh Baruch Hu à Abraham, et ça pose un problème.
Pourquoi ça pose un problème? Parce que c'est la terre sur laquelle Dieu nous ramène. Quand on finit notre exil après 2000 ans, c'est ce qu'on est en train de vivre à notre génération, ben Dieu nous ramène. Et je t'ai dit, au début du sionisme, on a racheté des terrains au Liban, on a racheté des terrains en Syrie, parce que sur la carte, c'était Eretz Israël. On a acheté aussi en Jordanie, c'était Eretz Israël, avant que les Français et les Anglais se mettent à faire des frontières après le dépeçage de la Turquie. Euh, si j'ai plus le temps. Alors là, nous, on a fait des erreurs. La première erreur, c'est que on a décidé que Judée-Samarie, c'est les accords d'Oslo. Il y avait encore un contrôle israélien, il y a des zones A, B, C, mais à la bande de Gaza, on a décidé que non, là, c'est plus à nous, on n'en veut plus, c'est une catastrophe, on donne ça à gérer aux Arabes. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, il faut se rappeler qu'en 2005, on a quitté le Gush Katif, on a démoli le Gush Katif. Et qu'est-ce que c'est? Ben, puisqu'il y a plus, puisque comme on nous a tellement bien expliqué dans les médias, c'est génial les médias. C'est très, écoutez les médias, écoutez les nouvelles. Tout ce qu'ils disent, faites le contraire, comprenez le contraire, vous approcherez de la vérité. Alors, on nous a expliqué que toutes les guerres, les missiles, ça, c'est parce qu'on est à Gaza, on sera plus à Gaza, il y aura la paix. Et donc, on a eu l'opération Pluie d'été, Ishmekaïtz en 2006, Hor Ephraim en 2008, Oferet Yetsuka en 2008 aussi, Amoudanan, Tchouketan, vous avez les noms en français, plomb durci, pilier de défense, on n'arrête pas d'avoir des missiles, et bien sûr la guerre dans laquelle on est aujourd'hui. Harabot Barzel, je oublié de la marquer sur la diaporama, excusez-moi. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on ne veut pas Eretz Israël. Alors, Akh nous ramène malgré nous, malgré nous. Puis nous, on n'arrête pas de parler du jour d'après. Mais jour d'après, on va revenir qu'à ce départ. On refuse de comprendre qu'Akash il nous ramène en Eretz Israël. Regardons ce qui se passe au nord. Même chose. On a quitté le Liban une fois. En 2000, en l'an 2000, Ehud Barak nous a fait évacuer le Liban. Alors les journaux de nouveau, la presse, formidable. Ima, on est parti, on a quitté le Liban. On est très content. On est très content. Alors en 1978, d'abord, on a eu le Litani. Après, on a eu la guerre du Liban en 1982. Miftzah Chok Baseder en 93, Mzazam en 96, la seconde guerre du Liban en 2006 et la troisième guerre du Liban qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, il faut comprendre une chose. Pour moi, c'est très clair. C'est que Akhdjoufou essaie de nous ramener en Eretz Israël. Nous, on ne veut pas. Alors, on y vient. Et alors, on requitte. Alors, il nous ramène. Et je dis, cette guerre de Gaza, cette guerre de Liban, elle n'est pas logique. Quand on regarde ce qui se passe, on a écrasé le Hamas, mais regardez les ruines de Gaza, ce qu'on en a fait. Regardez le Liban, comment on détruit le Hezbollah, on a tué tous les chefs, on a, avec les beepers et les machins, on a détruit leur base. La logique dans une guerre comme ça, c'est que ces gens, ils lèvent les bras et disent, pousse, on peut plus, on se rend. Et moi, dans cette guerre, ce que je vois, ça m'a permis de comprendre une chose. Quand il y a les 10 plaies en Égypte, que Dieu envoie en Égypte pour sortir Israël d'Égypte, alors il y a marqué tout le temps, et Dieu a durci le cœur du Pharaon. Et oui, parce que si le Pharaon Dieu n'avait pas agi, ben, il aurait cédé. C'est pas avec toutes ses plaies. Avant le 10e, il aurait dit pousse, c'est bon, foutez le camp, j'en ai marre. Mais comme Dieu veut amener les 10 plaies, il veut faire sortir Israël d'Égypte après qu'on ait compris pourquoi on sort d'Égypte, alors Dieu a donné cette dureté du cœur au Pharaon. Et je dis, c'est ça qui s'est passé. Dieu a durci le cœur du Hamas, il a durci le cœur de Hezbollah, il a durci le cœur de l'Iran, qui comprennent qu'ils sont en train de se prendre la baffe de leur vie, mais ils n'arrêtent pas. Mais ce qui est terrible, c'est que nous non plus, on ne comprend pas. Dieu fait tout pour qu'on comprenne que si on se retire, ben, la prochaine fois qu'on fera cette conférence, dans 5 ans, dans 10 ans, ben, j'ajouterai le nom de la prochaine opération, ou alors on reste, parce que ce qui est en train de passer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène en Eretz Israël. Alors là, c'est une brochure qui a été écrite par Yehuda Etzion à la première guerre du Liban, pour expliquer pourquoi le Liban, c'est Beth Amikdash. Il y a beaucoup de textes qui relient le Liban. Le Vanon, c'est l'endroit où les péchés d'Israël sont blanchis. Donc le Vanon, c'est qui blanchit les fautes d'Israël. Et je rappelle que le Beth Amikdash s'appelle Beth Yar al-Vanon parce qu'il est construit avec des cèdres du Liban. Et Yehuda Etzion, quand il écrit ça, je rappelle, en 1982. Efshar sherak pour un autre noraat et tiacher lanu et derech hara. Il faut que Dieu nous tape sur les doigts pour qu'on revienne au Liban. On ne voulait pas, il nous force
en 1982 à revenir au Liban. Mais nous, on n'a pas voulu, alors on est reparti, alors on est revenu en 2006, on est reparti, et maintenant on est reparti, et on parle le jour d'après quand c'est qu'on repart. Non, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous, ce qu'un Israël revienne en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, pas seulement dans les frontières du Mandra, dans les frontières que nous ont données l'ONU, mais les frontières que lui a données pour Eretz Israël. C'était le but de cette conférence, pour parler du jour d'après. Alors, cette conférence, je l'ai préparée bien sûr bien avant. Aujourd'hui, on est maintenant à le cessez-le-feu avec le Liban. Et je dis, ça prouve à combien on ne comprend pas dans quelle guerre Dieu nous a mis pour nous faire comprendre qu'il faut revenir en Eretz Israël, il faut revenir au Beth Amikdash. Et je rappelle que les Arabes appellent cette guerre la guerre de El-Aqsa. Ce qui est en jeu, ce n'est pas Gaza, ce n'est pas le Liban, c'est d'abord Jérusalem avec le temps de Jérusalem. Et Dieu essaie de nous réveiller. Alors, on a le choix ou se réveiller facilement. Et on peut voir que c'est pas facile. On a payé des prix très lourds, on pleure, mais malgré tout, on a des victoires incroyables. Les deux nuits de missiles de l'Iran qui sont finies comme rien, les beepers qui ont tué tous les chefs du Hezbollah. Ah, il se passe quand même des choses incroyables. Et il faudrait qu'on commence à comprendre un peu ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Nous, on n'arrête pas de parler du jour d'après avec le traité. On va faire un escape, on arrivait à faire des traités avec le Hamas, avec le Hezbollah. Alors, je rappelle, j'ai mis des traités. Le traité de 777 de Versailles, c'était juste en fait un cessez-le-feu. Quand quand l'Allemagne s'est sentie assez forte, elle a pris le traité de Versailles de la fin de la Première Guerre mondiale et elle a fait une Seconde Guerre mondiale. À Munich, les accords de Munich, Daladier et Chamberlain ont annoncé qu'ils ont amené la paix en Europe et ils ont juste préparé la Seconde Guerre mondiale. Euh, les Européens, je ne parle pas d'Arabes pour qui le mot, le papier est signé avec un mécréant n'a aucune valeur. Les Européens qui sont censés respecter les traités, Molotov et Ribbentrop signent un pacte de non-agression pour 10 ans. Après 2 ans, quand l'Allemagne a soumis l'Europe de l'Ouest, elle déchire ce traité et envahit l'Union soviétique. Bien sûr, sans parler des accords d'Oslo ou la paix avec Arafat, c'était la première, c'est la guerre, la guerre d'Oslo avec les victimes qu'on connaît, la bande de Gaza, tout ça, c'est Oslo. Il faut comprendre. Alors, est-ce qu'on veut un accord qui n'a aucune valeur où les Arabes qui le signent n'ont aucune volonté s'en tenir au terme de l'accord, ou comprendre que Hu nous ramène en Eretz Israël. Alors juste regardez la carte. Aujourd'hui, ça c'est une carte d'un petit peu toutes les forces internationales qui sont dans la région. Vous voyez les forces américaines, anglaises, françaises, allemandes, italiennes, russes, etc. Et à droite, vous avez une lettre du Rav Kook qu'il a écrit déjà il y a un siècle. Chez Kolzman, chez Loïtoukan, Matzav Israël, Eledeh Shavat, Gzelat Arzo, Elav, Lo Yitachen Shalom Enoshi Klali Baolam, tant que le vol de la terre d'Israël n'aura pas été réparé, qu'on n'aura pas rendu sa terre à Israël, on ne peut pas envisager une paix mondiale. Alors, on ne peut pas envisager la paix dans le monde. Effectivement, on est dans une guerre mondiale parce que ce qui est en train de se passer, c'est de rendre à Israël la terre que Dieu nous a donnée déjà à Abraham dans les parachutes qu'on est en train de lire. Dieu l'a donnée à Abraham, il le répète à Yitzhak, il le répète à Yaakov. Il nous reste juste à essayer de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu veut dans ces guerres et nous ramener en Eretz Israël. Et je finis comme ces dernières conférences en demandant que nos dieux donnent de bons conseils à nos dirigeants pour diriger cette guerre. Ça ne marche pas, il n'y a pas de musique. Alors on va juste souhaiter que Yiratson, que Hu donne le taknem be'etzat tova milfanecha, que Dieu donne la chokma à nos dirigeants de faire de prendre des décisions qui s'imposent, de nous donne la victoire à nos soldats, le moins de victimes et de destruction en Israël, et qu'on a une victoire complète qui nous ramène dans les frontières d'Eretz Israël. Amen, Ken Yehi Ratson. Voilà, je coupe la diaporama et j'ouvre les micros. Voilà. Ceux qui veulent parler, vous pouvez le faire. Les micros sont ouverts. Ah, pardon, moi je suis pas dans la bonne. Ok, quelqu'un veut ouvrir un micro?
Merci, Toda. Alors, juste une remarque en passant, dans beaucoup de Bibles chrétiennes que je connais, on a à peu près la même carte que tu as montrée. Bon, là, je n'arrive pas à la montrer, mais avec les 12 tribus qui Ok, montent jusque vers Tyr-et-Sidon, quoi. d'accord. Ok. Et il serait temps que les peuples chrétiens se mettent à l'Église. Je rappelle que les Français qui sont venus visiter je sais plus à quelle église il y a eu. Ah, l'église du Pater Noster, il y a eu Ouais, le barreau, clash là. il y a quelques semaines, comprendre que voilà, ça marque, s'il se réfère à des notions chrétiennes, voilà, que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël.